Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maître Lionel Spizzichino. Lionel est avocat associé en restructuring au sein du cabinet Willkie Farr à Paris. Dans ce podcast, il nous parle de son activité, de la typologie d'opérations sur laquelle il peut intervenir, de sa multiplicité des pratiques qu'il peut exercer en interne, de la façon dont il gère et fait lever ses collaborateurs au sein de son cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Lionel. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à partager ce podcast à tous vos confrères et toutes vos consoeurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Lionel Spizzichino, je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Ravi à double titre parce qu'en fait j'ai rencontré un de vos collaborateurs qui s'appelle Gérald, que j'ai croisé chez White & Case à une soirée restructuring. Ça tombe bien, vous faites du restructuring. Et il m'a dit mais attends, tu connais pas Lionel? T'as jamais rencontré Lionel? Il faut que tu puisses le rencontrer. Et donc grâce à lui, j'ai pu te rencontrer, donc je l'ai trouvé super. Et quand on a eu le call ensemble, quand tu étais dans ta voiture, j'ai trouvé que c'était aussi très très sympa. Et du coup, je voulais te remercier de m'accueillir au sein des locaux de Willkie Farr Gallagher, au 21 boulevard Malesherbes à Paris. Merci à toi d'être ici. Je suis ravi de cette rencontre et ravi de pouvoir discuter avec toi de plein de choses. Alors effectivement, je fais du restructuring, je ne fais pas que ça, mais on aura le temps d'y revenir de toute façon. Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, tu es associé chez Willkie Farr à Paris. Tu es le premier qui passe sur ce podcast qui est associé ici. J'espère que Faustine Viala me fera le plaisir de pouvoir venir après toi. Mais tu n'as pas fait que ça, tu n'es pas devenu associé un jour. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, par quoi tu es passé, ce que tu as fait? Oui, bien sûr. Parcours à la base un peu classique, c'est-à-dire que j'ai fait évidemment du droit. Alors, j'ai pas fait du droit complètement par choix pour être totalement transparent parce que j'ai eu mon bac au rattrapage. Donc, j'avais pas beaucoup de portes ouvertes post-bac. D'ailleurs, la petite histoire assez amusante, c'est que mon deuxième fils m'a annoncé cette semaine qu'il avait envie d'être avocat, ce que je trouve plutôt sympathique. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux être avocat? Il me dit, parce que tu peux faire des mauvaises études et devenir avocat. Et d'ailleurs, il me dit, toi-même, tu n'as pas eu ton bac. Je dis, non, alors j'ai eu mon bac quand même, merci beaucoup. Certes, je n'ai pas eu avec mention comme vous tous, vous l'aurez aujourd'hui. Mais bon, donc je ne sais pas si je suis le bon exemple pour ça, pour mes enfants. Mais en tout cas, voilà, au moins si j'ai créé une vocation. Donc voilà, j'ai eu mon bac, effectivement, un peu de peu, on va dire. Derrière, donc je me retrouve en droit. Moi, j'ai passé mon bac à Lyon. J'arrive à Paris pour faire mes études de droit parce que ma grande sœur était à Paris et j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie d'aller dans une plus grande ville, même si Lyon apparaît comme une grande ville, mais en fait par rapport à Paris c'est rien. Je commence en droit à Paris 5, Malakoff. Là, le début du parcours pas extraordinaire non plus parce que première année en septembre, bon très bien, deuxième année je me dis tiens je vais l'avoir aussi en septembre, cette fois-ci j'ai raté donc je redouble ma deuxième année. Et puis après, ce qu'on appelait à l'époque licence maîtrise, M1, M2, etc. Là, je les ai enjoints, énorme prouesse, sans mention, mais quand même, je les ai enjoints. Derrière, je pars un an faire un stage au service juridique de la ville de Londres, parce que j'avais envie de me confronter au métier du travail. À l'époque, on l'a aussi, enfin, j'ai l'impression quand je dis à l'époque que j'ai 92 ans, mais enfin, en tout cas, on n'avait pas des CV aussi exceptionnels qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des CV où chacun a fait un stage chaque été, voire 2 stages, etc. Bon, donc je pars effectivement après mes 4 premières années de droit à Londres, et puis quand je reviens, je fais un 3e cycle, toujours à Paris 5, de droit européen des affaires. Et puis en parallèle, j'ai été accepté à l'EM Lyon dans un cycle normal, donc en AP en parallèle. Et donc je fais en même temps l'EM Lyon, donc je fais des allers-retours. Non pas que j'avais choisi l'EM Lyon parce que j'adorais Lyon et que j'avais fait mes études jusqu'au lycée là-bas, c'était que j'avais passé quelques écoles de commerce, et les parisiennes en gros, et Lyon, et j'ai eu Lyon, donc je suis allé à Lyon, qui est une très bonne école et j'en étais ravi. Donc je fais mon cycle à Lyon, qui a là aussi duré 2 ans quand on arrivait à AP, contrairement à aujourd'hui. Et puis après, je me dis, je vais passer le barreau. Et je me dis, je passe une fois le barreau, si je l'ai, je deviendrai avocat, si je l'ai pas, je ferai autre chose. Et ben, c'est un des rares examens que j'ai eu du premier coup. Voilà, c'est un des rares examens que j'ai eu du premier coup, donc je me dis, bon, je vais être avocat. Donc voilà, donc je deviens avocat, et clairement, plaisanterie mise à part, c'était quelque chose qui me convenait assez bien, parce que j'avais envie de faire quelque chose d'utile.
mais je ne savais pas exactement dans quelle matière et comment j'allais évoluer. Donc, ma première collaboration, c'était chez Feu Arthur Andersen à Paris. Au début, je rentre pour faire du corporate classique. Là, je me retrouve à faire 3 mois un audit à Mérignac, donc là, je suis traumatisé. Je suis dans des locaux d'une entreprise, mais ce qui est normal, et quand on commence comme jeune avocat, évidemment qu'il faut passer par là, et ceux qui écouteront le podcast qui commencent, c'est une super formation, bien évidemment. Maintenant, avec du recul, c'était pas ma meilleure période quand même si j'ai un Libis Mérignac, je l'ai bien connu, mais bon, c'était quand même pas fantastique. Et donc là, je reviens un peu traumatisé quand même au bureau, et là, coup de bol, il y a un associé qui arrive chez Arthur, qui s'appelle toujours Jean-Dominique Daudier de Cassini, qui venait de chez Borloo, et il n'avait pas d'équipe, et il faisait à l'époque, là aussi, il faut que j'arrête de dire à l'époque, parce que j'ai l'impression qu'encore une fois j'ai 92 ans, mais enfin néanmoins on appelait ça des entreprises en difficulté, maintenant on appelle ça du retournement. Et là, il passe, on était tous en staff, parce qu'à l'époque, là aussi, on était dans 12 dans les mêmes. C'était la façon dont on le fait, on le fait moins aujourd'hui, mais on était 12 dans un même bureau, entre guillemets. Et là, il passe et il dit voilà, qui veut travailler avec moi? Et je me dis, c'est ma chance de ne pas retourner à Mérignac, et de faire une matière où je me sentirais probablement utile, parce que, et je l'ai vu avec le temps, et on y reviendra sûrement, mais on est utile pour l'entreprise, pour le dirigeant, pour évidemment les salariés, pour l'environnement économique et voire pour l'environnement national, c'est-à-dire qu'on sauve des entreprises. Et donc je me suis dit, ça m'intéresse, ça a l'air quelque chose de bien. J'avais jamais fait cette matière lors de mes études, je n'y connaissais rien. Je ne l'ai pas dit à Jean Do évidemment, enfin il l'a vite compris. Et donc on a commencé à travailler ensemble, et c'est grâce à lui que je suis évidemment là aujourd'hui et que j'ai connu cette matière. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Chez Arthur, où je suis effectivement resté 4 ans, et puis après Arthur a disparu du fait de l'affaire Enron. Tu peux nous en parler, c'est un petit peu, donc l'affaire Enron arrive, Arthur disparaît, qu'est-ce qui se passe? Toi t'es collab, 4e année, tu commences à faire tes armes, et là finalement il y a la firme dans laquelle tu bosses qui part en sucette. Alors moi non, pas du tout, évidemment pas du tout, d'abord parce que j'étais pas dans les petits papiers de quiconque, mais même n'importe quel associé en France ne l'a pas vu venir. C'était un bureau, il faut savoir ce que c'était Arthur Andersen, c'était global, mondial, des bureaux dans le monde entier, un peu l'équivalent clairement de EY, de Price ou de Deloitte aujourd'hui. Les cabinets d'avocats de ces cabinets d'audit étaient extrêmement réputés, etc. Et là, il y a un type dans un bureau qui a clairement fait une connerie, et personne ne le savait, et le truc est allé très vite. Ce qu'il faut quand même savoir avec le recul, c'est qu'à l'issue des différents contentieux, procès, etc., personne n'a été condamné, il ne s'est rien passé, mais le truc est allé tellement vite, et en fait la structure d'Arthur était faite de telle façon mais ça je l'ai su après, parce qu'encore une fois, moi j'étais junior, bébé avocat, personne ne me parlait, mais la réalité, c'est que en fait, il y a eu une peur de tous les associés de se dire, s'il y a une condamnation, on va tous être responsables, on va tous devoir payer sur nos deniers personnels. Et donc ils se sont dit, on préfère tous considérer qu'Arthur c'est fini, et pour essayer de nous protéger. C'est pour ça que le truc est allé très vite. Mais en réalité, encore une fois, avec les années, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, c'était évidemment intéressant à vivre. J'ai 2 souvenirs assez précis de cette époque. Alors, un souvenir qui n'a rien à voir avec Enron, c'est que j'ai vécu le 11 septembre chez Arthur. Et chez Arthur, on avait dans le hall un énorme mur de télé qui faisait 50 mètres de haut, etc. Et là, le monde s'est arrêté d'un coup. On était tous devant ce mur de télé. Et c'est un souvenir qu'on sait tous exactement ce qu'on faisait, ceux qui étaient nés, ce qui n'était pas ton cas, mais le 11 septembre, ou en tout cas qui avait le moyen de savoir qu'il se passait un truc. On sait tous ce qui s'est passé. Et où on était. Et là, c'est un souvenir d'Arthur très fort pour moi. Et donc, le deuxième souvenir sur effectivement Enron et ce qui s'est passé, j'ai un souvenir un peu amusant, entre guillemets, c'est que donc, chaque bureau ou chaque pays a été racheté par un concurrent, EY, etc. Machin. Et moi, j'étais dans mon bureau, on était 2 par bureau, parce que j'avais progressé, j'étais plus junior, j'étais devenu, alors il y a des tas de strates, je sais même plus ce que j'étais, mais enfin en tout cas j'étais un peu plus vieux, donc j'étais à 2 par bureau. Et là, je suis dans mon bureau, et là j'ai un type qui rentre dans mon bureau, et qui me dit, ah, il est sympa ton bureau, machin, et je lui dis, ouais, bah ne rêve pas, c'est mon bureau. Et il s'est avéré que c'était le patron d'EY France qui était en train de nous racheter. Donc bon, donc je lui ai donné mon bureau, bien évidemment, après. Et donc je suis parti donc aux États-Unis suite à ça. Parce que je suis parti faire un LLM. Je pense que je suis l'archétype des mauvais élèves, mais qui font le plus d'études possible, c'est un peu bizarre. Et donc je suis parti faire un LLM à Georgetown, en droit boursier. J'ai un peu travaillé aux États-Unis, et puis après, je suis rentré en Europe. Ok, et t'as fait quoi du coup? Parce que là, du coup, tu pars, t'as 4 ans d'XP chez Arthur, tu pars aux États-Unis, tu fais ton LLM, tu bosses à New York, tu reviens
En France ou en Europe. Ouais, non, mais non, mais si, j'ai aucun problème parce que j'ai raconté une chose que je cache de mon CV, mais que je vais discloser là sur le podcast parce que j'ai rien à cacher. En fait, quand je suis rentré des États-Unis j'ai voulu rentrer en Europe pour une bonne raison, c'est que mes parents devenaient âgés, etc. Parce que mes parents m'ont eu très tard et je voulais pas être aux États-Unis trop loin d'eux. Et en fait, je m'étais dit, je vais pas rentrer directement à Paris. J'ai envie encore d'avoir une expérience que dans ma tête je considérais comme internationale. Et donc, je me suis retrouvé au Luxembourg. Et au Luxembourg, chez Arendt, et d'ailleurs je dis bonjour à mes amis d'Arendt que j'aime beaucoup, et pendant 2 ans. Et c'est vrai que c'est pas ce que je mets le plus en avant dans mon parcours, mais je suis parti 2 ans faire complètement autre chose pour le coup, puisque je faisais effectivement ce qu'on fait au Luxembourg. Des fonds. Donc des fonds, exactement. Mais une expérience assez enrichissante, étonnante et intéressante. D'abord parce que, plaisanterie mise à part, le Luxembourg c'est effectivement très international parce qu'il y a notamment beaucoup d'Européens qui viennent pour les institutions, etc. Que j'ai fait des rencontres formidables qui ont marqué mon parcours et dont des gens avec qui je suis très ami aujourd'hui, dont un de mes meilleurs amis qui est devenu un des grands éditeurs parisiens et qui a eu un parcours assez amusant parce que vous avez des gens au Luxembourg qui s'y retrouvent un peu par hasard sans savoir pourquoi. Et donc, soit certains y restent à vie et ils sont très heureux, soit après, les gens partent faire d'autres choses, en fait. Bon, donc, je suis resté 2 ans là-bas. Et puis, en fait, un jour, je tombe sur une revue, pour ne rien cacher, une revue de cigares où mon ancien boss, à savoir Jean-Dominique, avait une interview de page où il racontait sa passion pour le cigare. Et ça m'amuse, je lui envoie un mail en disant mais c'est quoi cette histoire, depuis quand tu es dans des magazines People, et là il me répond immédiatement en me disant plutôt que de te foutre de ma gueule, viens déjeuner avec moi quand tu es à Paris. Je suis venu déjeuner et je suis rentré chez Weil à ce moment-là puisqu'il m'a demandé de revenir avec lui. Et donc c'est clair que là j'ai été donc je suis revenu dans le monde du retournement. Je suis resté 4 ans chez Weil et là opportunité parce que post-crise, etc. En 2000, si je ne dis pas de bêtises, en 2011, Paul Hastings me propose de passer associé dans le domaine du retournement toujours. Et quand je dis opportunité, c'est qu'on le sait tous, nous tous jeunes avocats, la marche la plus haute et la plus difficile, c'est de passer de collab à associé. C'est une évidence. Et encore plus aujourd'hui. On pourrait revenir. On a d'ailleurs de plus en plus de problèmes pour incentiver, pour motiver les plus jeunes à attendre et à passer cette étape où, même avant que moi je sois avocat, on passait associé en 7-8 ans. Puis quand moi je suis arrivé à l'âge d'être associé, c'était plutôt 10 ou 11, et maintenant c'est plutôt 15. Donc le temps est long, la marche est haute. Il y a effectivement une part de bol. Moi, j'ai eu cette chance-là que, au moment où j'ai commencé à avoir l'âge pour être associé, des cabinets avaient besoin de développer leur practice restructuring. Et donc, Paul Hastings m'a donné cette chance et je leur dois là aussi beaucoup. Et encore une fois, un parcours, c'est des rencontres, de la chance et évidemment aussi ses qualités personnelles, son travail et plein de choses, mais c'est ça. Et donc, j'ai eu de la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Ils avaient besoin de restructuring, ils m'ont fait cette offre. Je suis passé associé, ça a bien marché dès le début, oui, parce que le marché était là, et oui, j'espère aussi, parce que je sais développer des clients et je connais mon métier, et donc ça s'est très bien passé chez Paul Hastings, j'étais très content. Et puis au bout de 4 ans chez Paul Hastings, Wilkie est venu me chercher, j'ai beaucoup hésité, non pas vis-à-vis de Wilkie, bien évidemment, parce que j'y suis toujours depuis 7 ans, mais j'ai beaucoup hésité parce que je considérais que c'est grâce à Paul Hastings, et évidemment à Jean Do avant, mais grâce à Paul Hastings si j'étais là. Et donc j'ai mis bien presque 1 an avant de me décider, parce que je trouvais ça pas cool. Mais pourquoi tu fais ce choix? C'est-à-dire pourquoi tu deviens associé de Paul Hastings, qui est une belle boutique, Wilkie Farr est une très belle boutique. C'était quoi les avantages pour toi finalement de passer de Paul Hastings à Wilkie? C'était en termes de target que tu allais pouvoir aller chercher? C'était en termes de REM? C'était en termes de perspective, de projet, d'équipe, de quoi concrètement? Ouais, non, c'est une très bonne question. Je pense que Wilkie, on développe pas toutes les matières, on n'est pas full service. Et la stratégie de Wilkie, c'est de dire on ne développe les matières que là où on est considéré comme excellent, ou là où on est excellent. Et le restructuring est une de ces matières phares chez Wilkie. Et donc être dans un cabinet où le restructuring est un des moteurs du cabinet, ça permet beaucoup plus de choses. Parce qu'on est core business, comme dans toute entreprise. Quand on est core business, on est mieux traité. Quand on est core business, on a plus de moyens pour se développer. On est plus important, etc. Chez Paul Hastings, le restructuring est une matière parmi les autres. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens très bons. Celui qui dirige chez Paul Hastings le restructuring, il y a un type qui s'appelle Luc Despins, qui est canadien d'origine mais basé à New York, qui est devenu un très bon ami. On se voit régulièrement. Et c'est un type qui est vraiment reconnu en restructuring.
Maintenant, on le sait, chez Paul Hastings, après ne pas avoir eu de restructuring pendant 5 ans, alors j'ai tendance à dire, et c'est ce que je raconte en blaguant, que c'est parce que c'est toujours difficile de me remplacer, mais la réalité, c'est qu'il y a eu donc Guillaume Brémond a rejoint Paul Hastings, effectivement, c'est clairement un player dans notre matière, il est très connu, et donc ça prouve que Paul Hastings a cette faculté d'attrait, et Paul Hastings est un très bon cabinet. Mais je me suis dit, quand ils sont venus, et puis, donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que Jean Do était passé par Wilkie, certes que 2 ans, parce qu'il ne s'était pas entendu avec l'associé qui était là aussi en restructuring à l'époque. Il y a eu des gens, chez Wilkie, toute modestie mise à part, mais je venais remplacer Maurice Lantourne, qui est quelqu'un que j'aime énormément. Et donc, ça m'a, quelque part, en étant tout à fait transparent, je pense que ça m'a un peu flatté de me dire... il y a eu ton mentor, ou celui qui t'a aidé au début. Il s'intéresse à moi. Et puis j'ai toujours un peu ce sentiment c'est un peu exagéré, mais de l'autodidacte. Donc quand on vient me chercher pour un truc comme ça, je me dis ah tiens, c'est pas idiot. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me décider parce que vis-à-vis de Paul Hastings, ça m'a pas plu comme mouvement parce que je sais ce que je leur dois. Et je suis encore une fois resté très ami avec eux, on se voit très souvent et je les aime beaucoup. Et j'ai essayé quand ils n'avaient pas de restructuring de leur donner des coups de main et quand ils essayaient de recruter, à chaque fois ils m'appelaient en me disant tu penses quoi de 1 X, Y, Z. Et évidemment que mon rôle était aussi d'essayer de les aider modestement. Mais voilà, ça a été un move compliqué. Très clair. Donc, tu es basé par Paul Hastings, tu es aujourd'hui chez Wilkie depuis 7 ans. Concrètement, aujourd'hui, tu travailles pour quelle typologie de clientèle et c'est quoi un peu tes opérations phares? Bien sûr. Alors, avec le temps, c'est assez amusant de voir l'évolution d'un métier d'avocat, en fait. Et l'évolution de comment tu te comportes dans ta façon d'appréhender ton boulot. Quand j'étais collab, évidemment, ce qu'on demande à un collab, c'est d'être extrêmement technique, extrêmement pointu et de travailler énormément. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été le meilleur des collabs. Et puis, quand tu passes jeune associé, au début, tu prends un peu ce que tu peux, c'est compliqué, il y a de la concurrence, tu essayes de développer un angle, un autre angle, etc. Au début, c'est pas simple. Et puis, avec l'âge un peu avançant et ta pratique, tu t'aperçois d'un certain nombre de choses et c'est un peu, toute modestie mise à part, ce que je veux dire, c'est un peu comment développer ta clientèle. Parce que la réalité, c'est que ta survie quand tu es avocat pour moi, c'est d'être indépendant. Et donc, pour être indépendant, il faut que tu aies tes clients. Si tu commences à dépendre et il y en a plein qui sont comme ça, si tu commences à dépendre, même quand tu es jeune associé, voire associé plus senior, d'un autre associé qui t'amène des clients, tu as une double pression. Tu as la pression du client qui n'est pas le tien, donc c'est très difficile à gérer, et tu as la pression de l'associé qui a la relation client. Si tu commences à juste traiter des dossiers pour les bureaux étrangers, c'est pareil. Donc je pense que quand tu choisis d'être avocat, il faut être indépendant le plus tôt possible et donc pour être indépendant, il faut avoir ses clients. Quelle que soit la structure dans laquelle tu es, quel que soit le chiffre que tu veux faire. Tu peux être indépendant en faisant 100 000 euros de chiffre, mais ça, dans ce cas, tu n'es pas dans un cabinet américain, comme tu peux être indépendant en faisant X de chiffres, parce que dans un cabinet américain ou anglais. Mais c'est essentiel. Et donc, quand moi j'étais collab, très rapidement, j'ai essayé de développer du perso. Très rapidement, j'ai essayé d'être visible à l'extérieur, parce que je considérais que c'est ma survie qui était là, et que si ça se passait mal dans le cabinet où j'étais, je pouvais partir. Et quand j'ai commencé à être senior, il y a eu à l'époque une sorte d'article. Il y a toujours des articles, c'est un peu l'école des fans, entre guillemets, les articles, c'est-à-dire qu'on se fait tous plaisir, mais il y avait un article sur les seniors les plus visibles dans toutes les matières, et j'étais dedans parce que je faisais beaucoup de choses à l'extérieur, j'essayais d'être visible, et c'est ce qui m'a, je pense, permis aussi de passer associé. Et puis quand on est jeune associé, c'est pareil, et après, je pense qu'on a des clients qui vous ressemblent. C'est-à-dire que je pense qu'il est pas bon d'essayer de développer des clients qui ne vous ressemblent pas ou qui viennent pas. Il y a énormément d'associés différents, énormément de typologies, dans la même matière, énormément de typologies d'associés différents, énormément de profils différents. Et donc, il faut des clients qui vous ressemblent. Typiquement, un de mes premiers clients, c'était un jeune gars. À l'époque, chez Weil, l'un des gros clients, c'était Deutsche Bank. Et un jour, Philippe Druon, que j'aime beaucoup aussi par ailleurs, qui était à l'époque chez Weil, me dit « Toi, ta compétence, c'est d'organiser des dîners, des soirées. Organise-nous un truc à Londres pour Deutsche Bank, parce que c'est notre plus gros client. » Donc, j'organise un truc à Londres. Là, je rencontre un jeune gars de Deutsche Bank que je n'avais jamais vu. On passe la soirée ensemble, on fait la fermeture du lieu ensemble tous les deux. Et je tairai la suite, etc. Parce que bon, voilà. Mais en tout cas, on passe une très bonne soirée avec des gens qui étaient là-bas. Ce type-là, je ne le revois pas pendant des années, je le perds de vue, je ne sais pas qui c'est. J'arrive jeune associé de Paul Hastings, ce type-là m'appelle en me disant « Salut, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on a fait une soirée ensemble à Londres il y a 5 ans. » C'est ça exactement. Je viens de monter mon hedge fund, je suis tout petit dans un dossier, ce qui était la SOR.
un des leaders du traitement de l'eau, etc. Il me dit, je suis tout petit créancier, mais voilà, j'ai pas d'avocat, est-ce que tu veux m'aider? Je lui dis, bah, évidemment que je veux t'aider, j'ai pas de client, je viens de passer associé, c'est cool, je vais t'aider. Il est devenu l'un des gros créanciers, on a pris le contrôle de l'Assor avec d'autres hedge funds et les banques françaises. Derrière, ça a été un des très gros dossiers de la place de l'année. J'ai siégé au conseil de surveillance pendant plus d'1 an et demi pour eux. Enfin voilà, et donc on ne sait jamais d'où vient un client, mais on a des clients qui vous ressemblent. Et donc, l'évolution, pour revenir sur l'évolution d'un métier, c'est que avec le temps, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'ai des super équipes, que ce soit dans mon domaine, dans les autres domaines, etc. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui vis-à-vis des clients, c'est d'avoir un rôle, en italien du fait de mon nom, mais de consigliere, c'est-à-dire être là pour eux, voilà, être là pour eux sur la stratégie. Mais la stratégie d'un dossier, mais aussi la stratégie globale de l'entreprise. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que, mais ça ne peut arriver qu'avec le temps d'avocat derrière, parce que sinon vous n'êtes pas crédible. C'est pas quand vous avez 25 ans ou 30 ans que vous allez vous dire sur un groupe coté, t'inquiète pas, je vais donner ta stratégie. Il y a un moment où voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Et typiquement, je discutais avec un de mes clients et donc la secrétaire générale du groupe. Et ce que je trouvais agréable, c'est que je lui dis voilà, mais vous avez des centaines de cabinets, des centaines d'avocats, etc. Dis-moi pourquoi moi, parce qu'effectivement pour ce groupe, je fais beaucoup de choses pour eux, et on y reviendra, ça fait partie des grosses opérations de ces dernières années, et je ne fais plus du tout de restructuring d'ailleurs, je ne fais pas de restructuring pour eux, et elle m'a dit cette chose qui pour moi m'a marqué, elle me dit mais ce que j'aime chez toi, et c'est toujours compliqué de parler de soi, donc là j'en fais un peu, mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu es capable de nous donner une stratégie, de nous donner un conseil, de te mouiller ta chemise, de dire voilà, moi si j'étais vous, j'achèterais ça, je me marierais avec un tel, je céderais ça, je ferais ça. Et elle dit après, on suit pas ton conseil. Mais la réalité, c'est que, et ça je ne me rendais pas compte, il y a certains de mes confrères, et c'est un peu le biais des études d'avocat, c'est qu'on nous apprend à dire, voilà, vous allez faire un mémo, vous allez dire au client, vous pouvez faire A, vous pouvez faire B, et en gros, tu choisis. Je pense que c'est pas, quand on voit combien on coûte, quand on voit ce qu'on est payé, je pense que c'est pas ce que doit attendre un client. Un client, il veut qu'on soit avec lui. Et c'est ça qui est agréable, c'est de développer des relations avec les clients d'abord sur le long terme et d'être capable de lui dire je fais ou je fais pas. Après, le client, il choisit, parce que si le client, que ce soit un fonds, une entreprise ou quoi que ce soit, s'il est là, c'est que de toute façon, il est bien meilleur que moi. Sinon, je ferai ce qu'il fait. Il faut quand même se remettre dans la peau de ce que l'on est. On n'est qu'un conseil et on vend du conseil juridique et du temps. Ce n'est pas nous qui allons prendre la responsabilité derrière du risque si on a acheté une entreprise que ça ne marche pas, ou etc. Mais la réalité, c'est que notre formation, malheureusement, tend à faire qu'on n'arrive pas souvent à se mouiller. Et souvent, on se dit « Oh là là, si je lui écris noir sur blanc, il faut faire ci ou il faut faire ça. Si d'un coup, c'est pas ça, ma responsabilité va être engagée. » Est-ce que tu as déjà fait partie d'un board d'entreprise? Justement, conseil de surveillance de l'Assor, par exemple, où je l'ai été pendant un certain temps et quelques autres. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, on voit comment ça se passe, on voit, on est plus dans l'action en fait. Après, il ne faut évidemment pas franchir non plus des lignes jaunes, il faut rester à sa place. Encore une fois, je ne suis qu'un conseil, et puis après on suit mon conseil, on ne suit pas, et je ne le prends pas personnellement. Mais j'aime être utile comme ça en fait. Ok, très clair. Tu parlais du développement que tu avais quand tu étais collaborateur en disant qu'il fallait vraiment être indépendant, aller chercher du client et du coup du cash. Moi je suis carrément d'accord avec ça, c'est vraiment un message qui est très fort chez nous et sur lequel on insiste énormément. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux collaborateurs qui arrivent finalement à une limite où en fait ils ont tellement développé en termes de perso qu'ils n'arrivent plus à suivre le travail pour lequel ils touchent une rétrocession et le perso derrière? Si à un moment ils en sont là, mon conseil c'est de se lancer. Parce que, je vais te dire, quand tu es dans un cabinet, et surtout dans nos grosses structures et des gros cabinets comme les nôtres, on a, et on le fait probablement malgré nous, mais le collab a l'impression que s'il sort de ce cabinet, le monde à l'extérieur, c'est l'horreur. Que sans le soutien du cabinet, de son associé ou de ses associés, de ses machins, il n'y arrivera pas. Mais on a tous démontré qu'on y est arrivé. Il y a un moment, il faut se jeter à l'eau. Et peut-être que se jeter à l'eau pour développer, c'est partir, et je joue contre mon camp, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il reste chez moi, qu'il passe associé, et on y reviendra peut-être sur l'évolution de mes collaborateurs, etc. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, il faut peut-être se dire, peut-être que je vais partir dans un cabinet un peu moins bien, peut-être que même je vais me mettre ma plaque, peut-être que je vais me lancer, et puis si ça continue de marcher, après je vais être appelé dans un cabinet de premier rang, si c'est mon rêve d'être dans un cabinet de premier rang. Après, chacun
évolue et construit sa carrière. Il y a des gens qui sont très heureux chez eux tout seuls, il y a des gens qui sont très heureux à monter un cabinet à plusieurs potes et après avoir des collabs, et puis il y en a qui sont bien dans des grosses structures. Mais je pense qu'attendre trop longtemps dans une grosse structure, c'est une erreur, parce qu'il y a un moment où on passe son tour. Et que c'est ce que je disais sur la part de chance, entre guillemets, ou d'aléa. Je veux dire, quand il y a un gars qui doit passer, parce qu'il a l'âge de passer associé en private equity, et que d'un coup le private equity est mort, parce qu'il y a plein de périodes où il n'y a plus de private equity pendant 2 ans, bah, il ne passera pas associé. Et donc, c'est pas sa faute. Le mec, il peut être très bon, il n'y a pas de place pour être associé. Pareil dans le restructuring, pareil, etc. Donc, je pense que si à un moment le marché est là, qu'en plus le collaborateur se dit j'ai plein de clients perso et en plus c'est l'année de mon marché, on le voit en tout cas les 2 dernières années, le private equity a explosé. Ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'il y avait le Covid, il y avait la crise et au début on s'est tous dit tout va s'arrêter, et ce qui n'a pas été le cas. C'était le moment de se lancer parce que la réalité c'est que le marché est là en plus. Donc si le collab il a des clients perso, ça prouve qu'il est bon. S'il est bon, ça prouve qu'il va continuer à développer, et quelle que soit la matière. Je pense qu'il y a un moment, il faut se lancer et pas se dire je sécurise ce que j'ai avec ma rétro. C'est un peu confortable, et être avocat, je pense que c'est pas le confort qu'on doit rechercher, encore une fois. C'est être avocat, mais c'est comme ce que toi, le business que tu as lancé, c'est de lancer son business, c'est un microéconomie, son marché, et c'est donc prendre des risques. Quand on est entrepreneur, quel que soit le métier, dans quoi on est entrepreneur, c'est prendre des risques. Et en plus, c'est plus facile de prendre des risques jeunes, quand tu n'as pas tes enfants, ton mortgage, je parle anglais, c'est horrible, je suis dans un cabinet américain, ton prêt, ton machin, c'est plus facile de prendre des risques, tu as peu de choses à perdre. C'est pareil aussi partir à l'étranger, moi donc j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à New York, etc. C'est toujours un risque de partir à l'étranger, mais c'est génial. Et c'est quand on est jeune qu'il faut le faire, parce que quand on a des enfants, des machins, des trucs, des bidules, c'est beaucoup plus compliqué, donc il faut y aller. Quoi. Et puis même en réalité, c'est même pas un risque. Parce qu'en fait, un de tes collaborateurs, il part, il a 5 ans d'XP, il s'installe, ça marche pas comme il veut. Il peut retrouver de la place quelque part. Ouais, il n'y a pas de vrai risque. Tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Et puis moi, je vois, tant que je peux, quand il y a des gens... mes collabs ont toujours été là, donc il y en a peu qui m'ont quitté, mais ils ne me voient pas, sauf quand l'équipe s'est splittée, etc. Mais la réalité, c'est que quand je vois des collabs qui partent ou des gens qui font autre chose, on essaie de les aider, on essaie de filer du business, c'est comme ça que ça marche. Moi, effectivement, quand je suis parti chez Paul Hastings, à l'époque, Wild ne me considérait pas comme un concurrent, donc ils m'ont filé des conflits d'intérêts, ça c'est sûr, c'est comme ça que ça marche, parce qu'on est content d'aider et on est content que ça se passe bien pour ceux qui ont travaillé avec nous. Donc, et puis derrière, s'ils te filent du business, tu parleras toujours en bien de Wild. Exactement. Parce qu'ils t'ont bien traité même au départ. Ouais, tout à fait. Ok, donc j'ai vu sur LinkedIn que tu avais travaillé sur différentes affaires. La dernière que j'ai vue en droite, c'est Air France KLM. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous parler de cette affaire et nous parler un peu de ce que tu as fait pour eux? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, ça fait partie de l'évolution un peu de ma carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, le restructuring reste et restera mon premier amour, et j'en fais encore beaucoup et j'adore ça, mais j'aime aussi faire d'autres choses. Et donc, je fais du M&A avec des cessions, des acquisitions pour des fonds qui ne sont pas distress, etc. Je fais du corporate pour des gros groupes, etc. Et Air France KLM en est un. Et chez Air France KLM, j'ai eu la chance de rentrer chez eux par un dossier effectivement en restructuring à l'époque, puisque mes premiers dossiers, ça a été XL, puis XL Airways qui était en difficulté, puis Aigle Azur, puis d'autres compagnies, parce que c'est vrai que quand vous êtes le fleuron de l'industrie, l'État a tendance à vous appeler en disant est-ce que tu peux pas aider X, Y, Z, etc. Donc je suis rentré un peu comme ça. Et puis est arrivé le Covid, et là, évidemment, tous les avions cloués au sol, des pertes extraordinaires, parce que dans l'aérien, ça va très vite dans un sens, très vite dans l'autre. Et là, ils m'ont sympathiquement appelé pour la première partie qui était les 7 milliards. Donc on a fait, composé d'un PGE et d'un prêt d'actionnaire de l'État français. Ça sera toujours un souvenir très fort, et pour le groupe, dont modestement je suis devenu très proche et que j'adore, parce que je trouve d'abord que c'est un secteur génial, que l'aérien, vous avez que des passionnés dans ces groupes d'aériens, c'est-à-dire que quel que soit le niveau dans la boîte, mais vraiment c'est des gens qui aiment leur métier et qui aiment la compagnie en plus, parce qu'il y a le mot France, donc c'est forcément une compagnie nationale, et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier aussi, de se sentir utile pour un groupe qui rayonne dans le monde entier et qui fait rayonner la France. Pour moi, c'est génial de pouvoir travailler là-dedans. Et donc, cette première aide pour le groupe, ça sera toujours un souvenir très fort, parce que le Covid venait d'arriver. Il faut bien le rappeler, on était dans une période où on ne savait pas où on allait, pas qu'en termes de business, mais même en termes de santé publique, en termes de quel serait l'avenir dans le monde entier de cette pandémie, etc. Et donc on était tous confinés les uns chez les autres, et à distance, sans avoir bougé de chez moi, de ma maison dans le sud, on a fait ce deal qui était le plus gros deal du Covid, à savoir les 7 milliards. On a tous travaillé ensemble, parce que
ce dossier qui n'est pas un dossier de restructuring, mais qui est un dossier de crise en tout cas. Cette première partie en tout cas, on doit absolument travailler en équipe dans ces moments-là. C'est-à-dire que l'équipe, c'est évidemment être avec le client, mais c'est les différents conseils. Évidemment, je n'étais pas le seul conseil, c'est les multiples banques d'affaires, etc. Et alors qu'on était à distance et qu'on commençait à apprendre à travailler chacun chez soi, en 2 mois, on a fait le deal. C'était vraiment génial. Probablement moins pour mes enfants et ma fiancée parce que j'étais non-stop au téléphone sur machin, etc. Et que je m'énervais sur mes enfants quand ils mataient des films parce que le wifi dans la maison du sud c'était pas terrible, donc voilà, j'ai besoin du wifi pour le call, etc. Bon bref, donc c'était la première partie. Et puis après, l'année d'après, on fait l'opération de 4 milliards avec un recyclage de 3 milliards en TSS et une nouvelle augmentation de capital d'1 milliard. Et puis là, effectivement, on vient d'annoncer deux excellentes nouvelles pour le groupe où j'ai eu la chance là aussi de travailler. Un partenariat mondial sur le cargo, alors des termes techniques full freighter, c'est-à-dire des avions pur cargo avec CMA CGM, sachant que c'est clairement le sens de l'histoire puisque les groupes de shipping qui ont commencé dans le shipping de bateaux se sont mis après sur la route et maintenant se mettent sur l'aérien. Et donc ça a un vrai sens évidemment pour CMA et pour nous ça a un vrai sens de développer ça ensemble. L'activité cargo dans une compagnie aérienne, c'est donc à la fois du full freighter, donc du pur cargo, et ce qu'on appelle du belly, c'est-à-dire dans une partie des soutes, quand vous prenez l'avion, on a une partie cargo. Voilà, on parle des full freighters et du belly sur les mêmes routes, mais je ne vais pas rentrer en détail. Et en même temps, l'entrée de CMA au capital d'Air France KLM à hauteur maximum de 9%. Là aussi, c'est quelque chose de structurel pour le groupe, c'est-à-dire d'avoir un nouvel actionnaire aux côtés, puisqu'il faut le rappeler, les actionnaires du groupe, c'est l'État français, l'État néerlandais, Delta, China. Donc avoir un nouvel actionnaire en plus français d'un groupe qui aujourd'hui marche sur l'eau, qui est un groupe qui là aussi fait rayonner la France dans le monde entier, puisqu'ils ont des bateaux dans le monde entier, ils ont des activités de port, de fret, etc. C'est génial d'avoir contribué, d'avoir participé à ce mariage entre ces deux magnifiques groupes, et donc ça a été une expérience unique de pouvoir travailler à ce mariage. Et puis on a annoncé hier matin le lancement de l'augmentation de capital auquel va participer l'État, les actionnaires actuels et évidemment CMA de 2,2 milliards. Donc c'est des dossiers fantastiques qui marqueront une carrière, quoi qu'il en soit, quels que soient encore les 20 ans que j'ai derrière moi, de nouveaux dossiers et d'autres dossiers, mais c'est un dossier génial, avec des gens que j'aime énormément, enfin les gens d'AFKM sont extraordinaires, et vraiment on est devenus très proches, et c'est génial, là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, faire partie de cette aventure, c'est-à-dire d'être avec eux, à leur côté, et d'avoir fait quelque chose qui va marquer les années prochaines pour le groupe. Et donc voilà, donc c'est un peu, pour vous me demandiez ce dossier, voilà, c'est ce dossier, et effectivement je suis rentré au début, je dirais pas par une petite porte, mais c'est un peu ça, et j'ai la chance aujourd'hui qu'ils me fassent confiance et d'être avec eux sur beaucoup de choses, et franchement c'est extraordinaire, et j'aurais jamais cru, quand on parlait d'évolution de carrière, quoi, quand j'ai commencé Collab, puis jeune associé, etc., je visais même pas ça. En fait j'étais un peu naïf par rapport à mon métier, je savais pas ce que c'était, très honnêtement, je savais pas, j'avais pas vraiment de plan de carrière, et je ne savais pas ce que c'était qu'être associé dans un cabinet américain. Je savais, enfin, les choses, je dis, se sont faites progressivement évidemment, mais je m'étais jamais dit, voilà, je vais conseiller l'un des plus grands groupes français, cotés, etc. Ça me paraissait probablement inatteignable, mais c'était même pas, je savais pas très bien en fait. Ce que je savais en revanche, c'est que, et je connaissais même pas l'aspect, il faut faire tel chiffre, ça rapporte tant, etc. Ce que je savais, ce que je sentais, je me suis dit, c'est un métier où je vais pouvoir me sentir utile pour quelqu'un, pour mes clients, quel que soit le côté où ils sont. Et je trouve ça génial de se sentir utile dans ces moments-là. Et pour finir là-dessus, quand j'étais jeune collab, je le prenais assez mal parce que les clients pour lesquels on bossait, il y avait 2 types de clients et j'ai toujours 2 types de clients. Ça, je reviens sur ma casquette restructuring et entreprise en difficulté. C'est que vous avez des clients quand vous êtes du côté de la boîte qui considèrent que vous les savez sauver de façon exagérée parce que vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne et donc qui à vie sont avec vous. C'est-à-dire à vie sont devenus des amis ou des potes ou des gens qui vous font travailler, etc. Et puis il y a une autre typologie de clients qui, une fois qu'ils en sont sortis, vous voient plus. Parce que vous leur rappelez quand ils étaient à terre, vous leur rappelez un moment horrible de leur vie. Et donc quand j'étais plus jeune, je le prenais hyper mal. Je me dis putain, j'ai mouillé ma chemise, j'ai bossé, j'ai machin, et le mec il fait semblant de pas me reconnaître dans les cocktails ou il me parle plus, etc. Ouais. Et en fait, je le comprends, c'est complètement humain. Donc aujourd'hui, ça, je le prends plus mal parce qu'avec le temps aussi, on apprend. Mais c'est vraiment sur mon activité de restructuring, c'est moins vrai dans les activités corporate et M&A, mais l'activité restructuring, il y a beaucoup d'humain et c'est ça qui me plaît.
Alors, moi, il y a un truc que je trouve formidable, c'est une première remarque, c'est que finalement, au sein d'un groupe comme Air France KLM, tu arrives à faire un volet restructuring et qui te confie ensuite les dossiers corpo, M&A, etc., au vu de la panel, entre guillemets, de professionnels qui sont ultra spécialisés sur ce secteur d'activité. Donc, déjà, bravo. Mais la Merci. deuxième chose que j'aimerais comprendre, c'est comment ça se passe avec tes associés en interne. Parce que ici, tu as des associés qui font du M&A, qui font du PE, qui font du corpo. Ouais. Quelles sont les relations que tu entretiens avec eux? Parce que je ne vais pas dire que tu bouffes sur leur plate-bande, c'est pas vrai. Mais tu as réussi à rentrer sur un dossier. Est-ce que tu les fais venir derrière? Comment Bien ça se sûr. gère avec les Ouais, associés? ouais, c'est une bonne question, bien sûr. Alors, plusieurs choses. Il y a, pour caricaturer, il y a 3 typologies de cabinets avocats en réalité. Il y a les cabinets français, les cabinets anglais et les cabinets américains. Les cabinets anglais, c'est du LOX. Alors, même si maintenant ça évolue, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, etc. Mais pour la faire basique, pour ceux qui ne voient pas comment ça marche. Cabinet anglais, c'est du lockstep, c'est-à-dire plus tu restes longtemps dans un cabinet, plus tu gagnes, quel que soit ce que tu ramènes, et tu mets tout en commun. C'est-à-dire que tu n'as pas de clients en réalité. Enfin, tu n'as pas de clients. Je caricature, et pour mes amis anglais, des cabinets anglais qui m'écoutent, c'est pas du tout une critique, mais c'est ce que j'ai toujours été en cabinet américain, c'est marrant. Mais de ce que je comprends des cabinets anglais, c'est qu'en gros, surtout des grosses marques de nos concurrents, et j'ai aucun problème à citer, du style Freshfield, Clifford, etc., le client est probablement plus attaché à la marque qu'à un individu. Donc on met tout en commun, et peu importe qu'une année, je caricature là aussi, ils ont assoupli, mais que vous fassiez 10 millions ou 100 000 euros, grosso modo, ça ne change rien. Ça, c'est les cabinets anglais. Les cabinets américains, et là aussi c'est caricatural par la force des choses, c'est du hit what your kill, c'est-à-dire que en fonction de ce que vous ramenez sur votre tête, votre chiffre, c'est là où vous allez toucher plus ou moins à la fin de l'année. Enfin, l'année d'après, parce qu'il y a le décalage, mais bon, c'est ça. Et donc, en fait, quelles que soient les matières, les domaines dans lesquels je ramène un client, c'est mon chiffre. Je prends un exemple extrême, je ramène un client qui va faire un deal M&A en Allemagne, où c'est mes associés en Allemagne qui vont travailler, et moi, je ne vais strictement rien faire. C'est mon chiffre. Ce qui est produit va sur mon chiffre. D'accord ? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en réalité, c'est aussi pour ça que ces structures me conviennent, parce que moi, ce que j'aime, c'est aussi de pouvoir proposer un service partout pour mes clients, être présent sur les points importants, mais aussi pouvoir donner à d'autres. Et donc, pour revenir à ta question, sur évidemment les dossiers AFKLM, ça a demandé des compétences en corporate, des compétences en concurrence, des compétences en financement, des compétences, etc., etc. Et ça, je prends effectivement les gens d'autres associés ou d'autres équipes pour travailler avec moi. Je peux pas. Ouais, bien sûr. Mais alors, attends, tu dis que c'est ton chiffre. Donc, imagine, je sais pas, t'as bidé 5 millions sur Air France KLM. C'est pas ça, je tiens à le dire. Non, non, bien sûr, mais imagine. C'est un exemple, ou sur n'importe quel dossier. T'as Non, bidé mais 5 millions ouais. et du coup, tu poses ça sur ton chiffre, même si derrière, à la prod, tu réalises que 10%. Exactement. T'es pas amputé de Non, 90%. pas du tout. Du coup, alors, Et donc, question, pour revenir c'est sur- quoi l'intérêt des associés en corporate pour Alors, sceller ton deal? Et bah, typiquement, chez Wilkie, on a cette chance-là et cette force-là que n'importe qui de chez Wilkie vous appelle pour venir l'aider, vous l'aidez. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Effectivement, dans ma matière qui est le restructuring, en France, je suis le seul associé. Donc, dès qu'il y a un dossier qui vient de n'importe où, c'est mon équipe qui aide. Et dans ce cas-là, j'ai zéro. Mais parce que la culture d'entreprise de Wilkie est très forte là-dessus. C'est-à-dire qu'on va aider quoi qu'il se passe. Et on est présent pour les autres. Et puis, l'intérêt des autres, ou même mon intérêt moi. Sur un très gros dossier, je n'ai pas beaucoup d'exemples de très gros dossiers, parce que la plupart des gros dossiers, je les ai originés, mais disons un très gros dossier qui m'arrive des US, mon intérêt à moi, c'est d'être dessus, donc d'être présent sur le dossier de place, 2, évidemment, d'avoir derrière un track record sur ce dossier, et 3, de toute façon, oui, on est rewardé en interne, parce que la réalité, c'est que quand vous avez des associés qui ne font que produire, évidemment qu'ils sont rewardés, parce que je prends un exemple extrême. L'associé qui fait le plus de chiffres, qui est un associé dont je tairai le nom, mais qui est à New York, il fait peut-être 100 millions, 120 millions de chiffres par an. Évidemment qu'il ne le fait pas tout seul avec ses petites mains. Donc il faut bien rewarder tous les autres qui ont bossé dessus. Donc on a un système de reward différent. Évidemment que c'est rewardé, mais ce n'est pas compté sur le chiffre, pour être clair. Ok, Et donc, c'est clair. Mais ça compte à l'intérieur de la rémunération, Oui, etc. oui, bien sûr. Parce que si tu te prends un dossier de New York qui te prend 6 Bien mois, sûr. derrière ton année, elle est Bien sûr que flinguée, tu es quoi. reconnu, exactement. Donc tu es reconnu pour ça. Et donc clairement, moi, tous ces gros dossiers que je gère, je ne peux pas les faire tout seul. J'ai besoin soit de mes équipes quand c'est du pur restructuring, soit des autres équipes. Et l'avantage de Wilkie, pour reprendre une de tes questions qui était pourquoi tu as bougé de Paul Hastings à Wilkie, c'est que Wilkie, il y a toujours eu du restructuring à Paris. Donc quelles que soient les autres compétences, soit le corporate, le financement, la concurrence, etc., ils savent faire du restructuring. Ils savent aller au Syrie, ils savent avoir des réunions un peu difficiles, ils savent voir les affaires spéciales, etc. Parce qu'ils ont toujours été habitués, avant avec Maurice, puis avant avec Jean Do, etc. Donc c'est pratique. Alors que chez Paul Hastings, quand on a créé ma practice, j'étais le premier associé restructuring à Paris. Donc ça prend du temps en fait de former des gens à un environnement qui est totalement différent. Évidemment, comme c'est des gens
intelligents, ils le font vite, mais la réalité, c'est que ça prend du temps. Là, je sais qu'il y a des gens en financement qui savent par cœur revoir une doc avec l'angle restructuring, etc. Et donc, ça fait gagner du temps et donc de l'argent aux clients. Et même pour moi, ça me permet de faire d'autres choses. Donc c'est parfait, quoi. Très clair. On a parlé de pas mal de tes clients, de ta practice, etc. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes équipes. Aujourd'hui, vous êtes combien en interne et comment tu permets à tes collaborateurs de s'élever au sein de ton équipe? Alors, dans mon équipe, encore une fois, Pure Restructuring, parce qu'effectivement, donc, j'ai une casquette où je suis co-head de l'Europe avec mon ami Graham à Londres. Et donc, sur le restructuring pur, dans mon équipe ici, aujourd'hui, j'ai 5 collabs qui font, donc, quand je dis que du restructuring, c'est pas vrai, parce que j'essaye de faire en sorte qu'ils fassent aussi du corporate, du M&A, etc. Parce que l'intérêt de la matière du restructuring, c'est qu'on est à la croisée de tous les chemins et qu'on voit tout. On ne peut pas être spécialiste de tout, mais ça touche le financement, le corporate, le fiscal, etc. Donc, dans les matières, en tout cas dans les sous-matières qui nous concernent dans ces matières-là, il faut qu'ils savent faire, il faut qu'ils savent lire qu'ils puissent savoir lire impact d'actionnaire, etc. Ce genre de choses. Donc ils font tous du corporate aussi. Mais j'essaye de les garder pour mon activité restructuring, et en revanche sur mes autres domaines, je prends effectivement dans les autres équipes. Donc en pure restructuring, voilà le nombre dans lequel on est. C'est assez bien structuré parce que j'ai 2 seniors, une mid-level, 2 juniors pour l'instant. Ça va évoluer, mais pour l'instant c'est un bon nombre en pure restructuring parce qu'encore une fois, grâce au fait que je ne fasse pas d'autres choses, c'est assez pratique. Et donc sur l'évolution de leur carrière, écoute, je n'ai jamais eu un collab qui est parti de chez moi pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai commencé mon premier, quand j'étais jeune associé chez Paul Hastings, ma toute première collab, c'est Audrey Nelson qui est encore avec moi aujourd'hui et qui est cancel. Derrière, Baptiste est arrivé pareil alors que j'étais chez Paul Hastings. Alors le pauvre il est arrivé 3 mois avant qu'on parte, donc il est tout content. Il a eu à peine le temps de faire des amis. On est parti chez Wilkie, donc il était un peu surpris. Il est toujours là. Et derrière, les autres, je les ai recrutés au fur et à mesure. Et après j'ai eu d'autres collabs ici parce qu'il y avait une associée qui faisait du restructuring quand je suis arrivé qui est partie et elle est partie avec les gens qui étaient avec elle, ce qui est tout à fait normal, mais en tout cas ceux qui étaient avec moi depuis le début sont toujours là. Et l'évolution, évidemment que l'évolution se fait quand ils sont bons, et c'est le cas, j'ai beaucoup de chance, assez naturellement au fil des années. Ça vous passez première année, deuxième année, tu vois, etc., etc. Après tu passes cancel et puis après arrive l'étape majeure sur l'association. Et clairement aujourd'hui, la raison pour laquelle, puisqu'il y a toujours eu 2 associés chez Wilkie en restructuring, la raison pour laquelle aujourd'hui je n'ai pas voulu recruter un 2e associé, malgré objectivement une pression amicale de mes amis américains, parce que leur inquiétude, et je citerai toujours cette phrase que j'adore, on m'a dit notre inquiétude c'est si tu passes sous un bus. Bon, j'espère que je ne passerai pas sous un bus, mais effectivement je comprends, dans une firme globale, c'est compliqué quand la matière est une matière core d'avoir qu'un seul associé, parce que s'il se passe le moindre problème, il n'y a plus d'activité. Mais en revanche, pourquoi j'ai tenu depuis le départ de mon autre associé, c'est que je pense que clairement, mon objectif c'est de faire passer l'un des seniors associés à mes côtés, parce que c'est l'évolution normale. Je pense que c'est un bon signal donné aussi au cabinet, et on est très ici prudent là-dessus, et on essaye de le faire au maximum ces dernières années, parce qu'on a ce problème, mais comme tous les cabinets ou comme dans tous les jobs, de cette nouvelle génération qui arrive, et comment leur vendre du rêve déjà, c'est compliqué, parce qu'effectivement, on le disait, le parcours est de plus en plus long. Et puis en plus, vous commencez de plus en plus haut en termes de REM, donc la variation, elle est quand même extrêmement compliquée, parce que quand tu commences à 100 quand tu arrives ici, ou 110 quand tu arrives ici, jusqu'à la 10e ou 12e, 14e, voire 15e année avant de pouvoir passer associé, en termes financiers, le gap, il n'est pas colossal. Tu as raison, et puis nos cabinets sont de plus en plus rentables, donc ça veut dire qu'on demande aux associés de faire de plus en plus de chiffres, et donc la marche est très haute. Enfin, moi, je passe mon temps à me battre là-dessus. Je dis, mais attendez les gars, vous ne pouvez pas demander à un collab de travailler autant d'heures par an, et en plus de lui dire, pour passer associé, il faut que tu fasses, je dis n'importe quoi, 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires. Ça n'existe pas, ça n'existera pas, ça ne peut pas marcher. Donc il faut prendre son risque, il faut se dire, voilà, ce collab, il est très bon. Donc on a créé, nous, un système de income partner qui leur permet pendant 3 ans de faire leurs preuves, et après de passer Income partner est considéré comme de l'equity chez nous, mais ce n'est pas de la pure equity, et après ils passent equity. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est de l'apport en industrie sur les 3 premières années, et après equity derrière. Et en fait, c'est une très bonne chose.
Et il faut leur donner leur chance, parce que sinon, comment on va les garder? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et du coup, il y a quoi concrètement dans le partner track? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent les suivre? Est-ce qu'il y a un chiffre à réaliser? Est-ce qu'il y a une partie du portefeuille de l'associé qui a coopté, qui est entre guillemets passé aux jeunes partenaires pour qu'ils puissent développer? Comment ça se passe concrètement? Alors, ça, je pense ça devrait se passer comme ça. On essaye de le mettre en place. C'est compliqué. C'est pas totalement dans la culture pour les raisons que j'ai expliquées, de système, etc. Mais c'est comme ça que ça devrait se passer. On a une sorte de mentor, ça c'est sûr. Et clairement, oui, pour que ça marche, il faut que l'associé qui marche bien et qui peut donner du chiffre donne du chiffre. Moi, je l'ai fait par exemple. J'ai fait passer j'ai beaucoup poussé pour qu'un associé, un associé corporate passe véritablement equity alors qu'il n'avait pas beaucoup de chiffres. Et donc, et ça c'est pas la façon dont on peut le faire normalement, mais j'ai fait en sorte de partager une partie de mon chiffre sur certains moments pour lui créer du chiffre. C'est-à-dire que typiquement, sur tous les dossiers sur lesquels il travaillait avec moi, quand il y avait un aspect corporate, je lui donnais le chiffre corporate. Je considérais que parce que c'était lui qui faisait. Mais c'est pas normalement le système chez nous. Mais c'est comme ça qu'on peut les aider, parce que sinon, ils vont pas le trouver tout seul, ce chiffre. Donc c'est et on a D'où besoin. l'importance de bien s'entendre avec ses associés et d'avoir vraiment des liens extrêmement proches avec eux. Parce que ça, ce que tu as fait, c'est très noble de ta part. Mais en réalité, dans un système processé ou autre, ça ne doit pas exister. Exactement. Parce que même pour la firme, en vrai, c'est pas juste. Complètement raison. Tu as complètement raison. Ça a été pas simple à faire passer et ça n'a pas été simple à le faire tout court, en fait, parce que ça change un peu la façon dont c'est fait. Mais je pense que c'est assez juste d'essayer d'aider parce que, encore une fois, ce que j'ai pu développer, je ne l'aurais pas développé sans mon équipe au sens large, c'est-à-dire sans les équipes ici, sans les équipes ailleurs, etc. Je sais tout ce que je leur dois. C'est pas moi tout seul qui peut faire ça, parce qu'il y a un moment un goulot d'étranglement qui fait que je suis pas capable de produire tout ça. Enfin, c'est pas possible. Et donc j'ai besoin de ces gens-là à qui j'ai confiance et qui sont très bons. Et si on veut garder les très bons, il faut pouvoir leur donner cette chance, parce que sinon, après il y a des gens qui ont pas cette volonté ou cette vocation de passer forcément associé equity à tout prix. Et ça c'est très bien. Là aussi, il faut des catégories de gens qui puissent être là pour nous aider, mais qui veulent pas absolument être equity pour des raisons de famille, des raisons personnelles, des raisons, j'en sais rien. Tout le monde n'a pas vocation à être un associé equity qui fait un chiffre très important. Chacun a son parcours. On arrive à la fin de l'interview, Lionel. Qui est-ce que tu admires au-delà de Jando qui t'a permis de monter, etc. Qui est-ce que tu admires comme avocat, que ce soit dans ton domaine ou dans un domaine proche du tien? Bonne question. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de Jando qui est mon mentor. Toujours dans le domaine du restructuring, j'ai beaucoup d'amitié, d'affection et d'admiration pour Olivier Puech, par exemple, pour Philippe Druon, que j'aime beaucoup, et qui sont en plus des gens qui ont une personnalité assez différente de la mienne, mais qui ont ce côté indépendant, différent, avec un profil différent et avec, je crois pas que être avocat c'est être comme les autres et se fondre dans un moule. C'est aussi pouvoir être soi-même et être différent par rapport à un ensemble de gens ou de choses. Je parlais aussi tout à l'heure de Maurice Lantourne. Peu importe ce qui lui est arrivé, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Il plaide de façon exceptionnelle. Je parlais d'Olivier tout à l'heure, je trouve qu'il plaide aussi de façon extraordinaire. Maurice est quelqu'un d'hors norme, de brillantissime, d'une intelligence folle. Et donc c'est vraiment des gens qui donnent envie de faire cette profession, qui donnent envie d'être, parce qu'ils sont smart, parce qu'ils ont quelque chose en plus. Et ici, pour finir, pour être au-delà du restructuring, il y a Daniel Hurstel qui est chez Wilkie depuis très longtemps, qui est devenu, j'ai de la chance, un ami, et qui est quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'au-delà de ses talents d'avocat, c'est quelqu'un qui a traduit des pièces en allemand, qui est un très grand connaisseur d'opéra. Moi, ce qui me plaît dans le métier d'avocat, normalement, c'est des gens intéressants, cultivés, qui s'intéressent à la société, au monde, et qui ont d'autres talents que seulement de savoir faire son métier, sinon c'est un peu restrictif. Très clair. Et les gens contre qui tu aimes bien te bastonner sur un dossier? Les équipes contre lesquelles tu aimes bien te bastonner? Ah, il y a... Un peu tes rivaux. Ouais, c'est plus compliqué ça, effectivement. La question est marrante, mais c'est plus compliqué.
je crois que bastonner, je sais pas, parce qu'en fait, en tout cas, non, mais dans le domaine du restructuring, en fait, on est, contrairement au M&A, au private equity, on est un petit monde, on se connaît tous, donc on peut se bastonner très fort dans un dossier et aller se boire une bière derrière, c'est ça qui est sympathique. Alors c'était du coup ma question, c'est quelles équipes t'aimes être en phase 2 parce que derrière tu sens qu'il y a du challenge, que ça bouge, que ça réagit bien, et que ça Ouais, fonce. bien sûr, j'aime être en phase de Wild parce que c'est mes anciens amis et que c'est toujours sympa de se retrouver en phase 2, ça c'est certain. J'aime bien être en phase de Sam, que j'aime beaucoup aussi chez White, parce qu'on se connaît depuis toujours et on se voit à l'extérieur, donc c'est sympa de voir comment il réagit. Et puis je pense que ce qui est challenging, c'est être face à des bons, parce que sinon ça l'est moins. Donc c'est très sympa de se retrouver en phase 2 et Tu de cites que faire des différents cabinets dossiers. américains, t'es jamais face à des Français ou à Si, des... bien Ok. sûr. Non, d'abord Olivier Puech chez Bredin, donc j'en parlais, effectivement c'est français. Il y a mon ami François Kopf qui est chez Darrois, contre qui je suis assez souvent et que j'aime énormément. En plus on a exactement le même âge, donc on a fait les mêmes choses, etc. Donc c'est des gens que j'aime beaucoup et qui sont aussi dans les cabinets français. Et l'avantage de notre matière, c'est qu'on peut le faire dans un cabinet français, comme un cabinet anglais, comme un cabinet américain. Après ça dépend, les gens bougent. Et Guillaume typiquement, Guillaume il a toujours été chez lui, maintenant il se retrouve dans un cabinet américain, tout est possible. Donc peut-être qu'un jour moi je serai chez moi, il s'appellera Spedikino associé, j'en sais rien. Mais après, aux 20 ans dans le cabinet américain, je pense que j'aurai un peu de mal. Mais bon, on sait jamais. T'as un mot de la fin? Écoute, non, merci beaucoup d'être venu me voir. C'était sympa. C'est toujours compliqué de parler de soi et c'est un exercice pas facile. Heureusement que tu m'as mis à l'aise et qu'on on a pu en parler. Si je devais avoir un mot de la fin, c'est vraiment pour les collaborateurs et Tris. Croyez en vous, n'ayez pas peur d'aller se confronter au monde extérieur, ne restez pas dans un confort un peu facile de cabinet qui effectivement vous paye bien, mais où on peut avoir tendance avec le temps à se fonctionnariser si on n'arrive pas à franchir la dernière étape, et ne pas hésiter à développer le plus tôt possible. Et développer le plus tôt possible, c'est devenir ami avec des gens de votre niveau au début, qui sont, pour ceux qui font du private equity, qui sont juniors dans un fonds, mais un jour ils viendront associés dans un fonds, dans une boîte qui sont le numéro 2 ou numéro 3 de la direction financière et qui viendront au directeur financier, parce qu'on grandit ensemble, et c'est comme ça qu'on se crée un réseau depuis toujours. Lionel, je te remercie pour tout ce que tu nous as donné, pour ton parcours et pour le temps que tu m'as accordé ce matin. Je te souhaite une belle journée et beaucoup de bonheur chez Willkeeper. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.